Dans la première partie, on vous a raconté la genèse. Les Abergil, les Alpérones, le port d'Anvers, l'Ilbats avec ses call centers et le flic de la Have 433 qui vendait ses collègues. On vous a d'ailleurs laissé sur une phrase. On ne dirige pas un empire, on le transmet. Aujourd'hui, on vous raconte à qui on l'a transmis. Tel Aviv, aéroport Ben Gurion, le 12 janvier 2011 à 3 heures du matin. Sur le tarmac, loin des terminaux civils, un avion gouvernemental américain attend, moteur allumé. Une colonne d'agents de l'ICE en gilet pare-balles escorte 2 hommes. Menottes au poignet, combinaison grise, regard vide. Itzhak Abergil et Meir Abergil. Ils montent les marches de l'avion sans se retourner. La porte se ferme. Ces voitures piégées, ces fusillades en plein Tel Aviv. Certains ont cru à des attentats. C'était simplement des règlements de compte entre clans. La mafia israélienne n'a pas besoin d'ennemis extérieurs pour saigner sa propre ville. À 15 km de là, dans un appartement du sud de Tel Aviv, un téléphone vibre sur une table de cuisine. L'homme qui le regarde s'appelle Yossi Mosley. Il lit le message, il pose le téléphone. Il regarde ses 2 frères assis en face de lui. Il ne dit rien. Il n'a pas besoin. Parce que tout le monde dans cette pièce sait ce que ça veut dire. Avec lui, le dernier verrou qui retenait les Mosley dans l'ombre vient de disparaître. Pendant 10 ans, les 3 frères ont servi, ont obéi et ont attendu. Fait tourner la machine sans jamais dépasser leur place. Quand les Abergil montent dans cet avion, Israël croit voir la fin d'une mafia. En réalité, c'est le début d'un système beaucoup plus dangereux, un système sans visage, sans nom, sans adresse fixe. Ce soir-là, leur place change. Pour comprendre les Mosley, il faut comprendre d'où ils viennent. Ce n'est pas une saga familiale hollywoodienne comme les Abergil. Et ce ne sont pas non plus des boxeurs égyptiens comme les Alpérons. Les Mosley, c'est bien plus banal que ça. Et c'est précisément pour ça qu'ils ont survécu à tout le monde. Le patriarche Nissim Mosley était marchand de légumes dans le sud de Tel Aviv. Tomates, concombres, aubergines, un petit commerçant comme des milliers d'autres dans le quartier. Sauf que quelque part entre 2 livraisons de cagettes, Nissim a compris une chose simple. Les casinos clandestins rapportent infiniment plus que les légumes. Il a monté donc un réseau de salles de jeu dans les bas quartiers. Il a prospéré et il l'a transmis. 3 fils, Yossi, Eli, Shai. Yossi est le cerveau, le patron, le stratège, celui qui reçoit dans son bureau. Eli est le comptable de l'ombre, responsable des casinos de luxe disséminés en Europe, de Londres à Sofia. Shai, lui, vit depuis des années à Johannesburg, base arrière africaine idéale pour faire transiter de l'argent hors des radars européens. Pendant des années, la fratrie a opéré sous la bannière Abergil. Des lieutenants loyaux, des exécutants fiables. Itzhak les appréciait. Ils ne posaient pas de questions, faisaient leur travail et ne réclamaient pas plus que leur part. Sauf qu'en janvier 2011, la part devient la totalité. Dès l'extradition d'Itzhak, l'organisation se déclare indépendante. Les Mosley absorbent les anciens soldats orphelins de commandement, ils prennent le contrôle des casinos, des paris illégaux, des circuits d'extorsion. Et surtout, ils héritent du réseau. Les contacts européens, les blanchisseurs, les relais que les Abergil avaient mis 20 ans à construire. En une nuit, des sous-traitants deviennent des patrons, et personne dans le milieu israélien n'avait vu le coup venir. Mais un clan qui se déclare indépendant, c'est un clan qui déclare la guerre. Ce qui suit, c'est Kaz 1131, l'enquête de la Have 433 sur une série d'assassinats et de tentatives de meurtre entre l'organisation Abergil résiduelle et les Mosley. Selon les dossiers judiciaires, au moins 14 personnes meurent dans cette guerre de succession. Des soldats des 2 camps, des intermédiaires et, comme toujours dans le crime israélien, des civils qui n'avaient rien demandé. Ce qui frappe dans la guerre Abergil-Mosley, c'est sa discrétion. Pas de voitures piégées en plein Tel Aviv comme dans les années 2000. Pas de fusillades devant des cafés bondés. La nouvelle génération opère différemment, plus chirurgicale, plus silencieuse et même plus difficile à documenter. C'est ça le vrai héritage transmis aux Mosley. Pas l'empire en lui-même, mais plutôt la méthode. La patience, la diversification, l'international comme bouclier et la capacité à se fondre dans l'économie légale le temps que la tempête passe.
Yossi Mosley n'a jamais tiré un coup de feu en public. Il n'a jamais posé pour une photo de presse. Son nom n'apparaît donc dans aucun générique de documentaire criminel. Et pourtant, selon la police israélienne, il dirige aujourd'hui l'une des organisations criminelles les plus riches du pays. C'est un peu ça la version israélienne du crime au XXIe siècle, l'empire sans visage. Si vous voulez comprendre où vont les gens quand Israël devient trop dangereux ou trop surveillé, il y a une ville, une seule, pas Dubaï. Trop froid, trop calculé, trop vert et béton, pas Monaco non plus, trop petit, trop visible. Marbella. 141 000 habitants officiels, des centaines de milliers de touristes par an. Un port de plaisance où les yachts coûtent plus cher que des immeubles. Et selon un ancien policier espagnol qui a passé 20 ans à y traquer les mafieux, Marbella, c'est le Wall Street du crime. Le cœur de l'affaire est sur la Costa del Sol. Et si vous n'avez pas de succursale ici, vous n'êtes personne. 113 gangs, 59 nationalités différentes. C'est le chiffre officiel des services espagnols de renseignement antiterroristes. Colombiens, Albanais, Russes, Britanniques, Italiens, Marocains et dans ce tableau, depuis les années 2000, une présence israélienne documentée, discrète mais documentée quand même. Imaginons la scène, un restaurant de Puerto Baños. Terrasse sur le port, des yachts à 10 millions d'euros amarrés à 10 mètres, 4 tables occupées, à la première des hommes qui parlent russe à voix basse. À la deuxième, 2 Britanniques en polo qui commandent du champagne à 1000 € la bouteille. Et à la troisième, un groupe de Marocains qui ne se parlent pas. Ils regardent leur téléphone. Et à la quatrième, 2 hommes dont les noms apparaissent dans les dossiers de la police israélienne. Personne ne parle fort. Personne ne se regarde. Aucun deal ne se conclut à voix haute. Et pourtant, ce soir-là, autour de ces 4 tables, des décisions se prennent. Des routes se tracent, des containers se réservent. Et dans 3 semaines, plusieurs tonnes de marchandises passeront dans les systèmes informatiques du port d'Anvers, avec les bons papiers, les bons tampons et les bonnes signatures. Les liens entre le crime israélien et Marbella ne datent pas d'hier. En 1997, un homme d'affaires israélien réside sur la Costa del Sol. Naum Cohen est assassiné. L'enquête met en lumière des luttes de pouvoir entre clans israéliens pour le contrôle de certains secteurs économiques de la région. Premier signal. En 2005, l'opération Balena Blanca, la baleine blanche, est l'un des plus grands coups de filet anti-blanchiment de l'histoire espagnole. Elle révèle des connexions entre des cabinets d'avocats locaux et des clients israéliens impliqués dans des réseaux de blanchiment internationaux. Les enquêteurs espagnols découvrent que la Costa del Sol servait de lessiveuse pour des fonds dont l'origine remontait au réseau d'ecstasy et de cocaïne transitant entre Israël, la Belgique et les Pays-Bas. Les rapports d'Europol et de la police espagnole ont documenté dans les années 2000 et 2010 l'utilisation de Marbella comme hub de rencontres pour des figures liées au crime organisé israélien. Les noms de Ziv Rosenstein, des figures liées au clan Abtouboul et de plusieurs intermédiaires proches des réseaux Abergil apparaissent dans ces dossiers. Pas comme chef d'opération basé en Espagne, mais comme utilisateur régulier d'un espace où les règles sont suffisamment floues pour que les affaires se fassent sans trop de risques. Pourquoi Marbella précisément ? Eh bien parce que la ville réunit en un seul endroit tout ce dont un criminel en fuite a besoin. 1 heure de bateau jusqu'au Maroc, 1 heure de voiture jusqu'au port d'Al-Jazira, principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe continentale, et un marché immobilier de luxe qui permet de blanchir des sommes colossales en achetant et revendant des villas. Et surtout, une population de millionnaires légitimes si dense qu'un millionnaire douteux s'y fond sans effort. Un chef de la police nationale espagnole a résumé la chose avec une clarté désarmante. Si un baron du crime de Liverpool veut trafiquer de la drogue à grande échelle, il sait qu'il doit se montrer à Marbella. Il n'a pas le choix. Marbella n'est pas une destination, c'est une infrastructure, un nœud dans un réseau mondial où des décisions prises autour d'une piscine chauffée ont des conséquences directes sur ce qui se passe dans les containers du port d'Anvers 3 semaines plus tard. Et c'est ici, sur cette Costa del Sol dorée, que Bensouti avait ses habitudes, ses contacts, ses rendez-vous. Avant de finir dans un centre commercial mexicain, il passait par Marbella, comme beaucoup d'autres avant lui, comme beaucoup d'autres après. Mais pendant que les Mosley héritent et que Marbella accueille, une autre réalité se construit à l'intérieur même d'Israël.
Une réalité que les médias européens n'ont jamais vraiment couverte, que la police israélienne elle-même a mis des années à admettre publiquement. Le crime organisé a changé de communauté. Quand les grandes familles ont été décapitées une à une, extradition, condamnation, guerre interne, un vide s'est créé. Et dans un pays comme Israël, où des villes entières comme Lod, Ramleh, Nazareth, Tamra sont structurellement marginalisées, ce vide n'a pas tardé à être comblé par les clans arabes israéliens. Les chiffres sont officiels et ils sont assez dévastateurs. Selon les statistiques de la police israélienne relayées par la presse hébraïque, en 2018, 71 Arabes israéliens ont été tués dans des violences liées au crime organisé. En 2023, 244, en 2025, 252, un record absolu. Une progression de 250% en 7 ans. Le ratio de victimes arabes par rapport aux victimes juives est passé de 4 pour 1 en 2015 à 14 pour 1 fin 2025. Taux d'élucidation des meurtres dans le secteur arabe, d'après les rapports officiels, 8%, contre 55% dans le secteur juif. En clair, selon les chiffres de l'État israélien lui-même, si vous êtes tué dans une ville arabe d'Israël, il y a 92 chances sur 100 que votre meurtrier ne soit jamais inquiété. Dans cet espace d'impunité documentée, 3 familles dominent, selon les dossiers judiciaires israéliens et les rapports de la Hav 433. Les Abou Latif, une famille druze de Galilée du Nord. 4 frères à la tête d'une organisation que la police israélienne estime, selon ses propres documents, à 220 soldats armés. La plus puissante de tout le secteur arabe selon ces mêmes sources. Leurs activités documentées par les enquêteurs parlent d'extorsion, protection, blanchiment, et c'est là que ça devient proprement sidérant, marchés publics gouvernementaux. Février 2025, 4 heures du matin, Galilée. Plus de 1000 policiers déploient simultanément sur plusieurs sites, hélicoptères, unités d'élite, 36 arrestations en quelques heures. L'opération visait l'organisation Abou Latif, suspectée d'avoir utilisé la violence et l'intimidation pour s'approprier des marchés publics valant des centaines de millions de shekels. Des marchés publics, pas des trafics de drogue dans les ruelles, des appels d'offres gouvernementaux. Parmi ces marchés, la construction d'une école de formation de l'armée de l'air israélienne. Et détail qui fait froid dans le dos, une section de la clôture de sécurité à la frontière libanaise. Un informateur cité par les enquêteurs de l'AAF 433, dans un document rendu public par la chaîne 12 israélienne, a formulé la chose simplement. Pensez à ce que ça veut dire de gagner le contrat sur la frontière. Sabotage, trafic d'armes. Ils démontent l'ancienne clôture, creusent un petit tunnel. Et Dieu sait ce qui passe. Comment peut-on laisser le chat garder la crème ? La police israélienne avait des soupçons de lien entre le clan Abou Latif et le Hezbollah. Ces soupçons n'ont pas empêché la famille de décrocher des contrats du ministère de la Défense. Personne n'avait vérifié. Ensuite, nous avons les Hariri, 2 factions rivales dans la région de Wadi Hara. Environ 90 soldats, chacune selon les estimations policières. Spécialité, protection et extorsion. Leur guerre avec le clan Bakri de Nazareth a coûté 36 vies sur les dernières années. Chiffre tiré des archives judiciaires israéliennes. En juin 2023, des membres présumés du clan ont massacré 5 rivaux dans un carwash près de Nazareth, en plein jour, devant des témoins, et aucune condamnation à ce jour. Ensuite, nous avons les Jarouchi, Raml et Lod, les mêmes rues où les Abergil ont grandi 40 ans plus tôt. L'histoire du crime israélien a un sens de l'ironie que les policiers de ces villes ont arrêté de trouver amusant. Et comme si les rues d'Israël ne suffisaient pas, ces règlements de compte ont commencé à déborder hors des frontières. En mai 2023, un Israélien arabe a été tué à Dubaï, lors d'une bagarre entre familles rivales. Le conflit avait traversé la mer, franchi les frontières et trouvé son terrain neutre dans les hôtels de luxe des Émirats. Le crime israélien ne connaît pas de frontières, il les ignore, et Dubaï est devenu le terrain neutre où tout le monde se retrouve. Les Moslis, les clans arabes, les barons européens. L'endroit où les ennemis d'Israël dînent à la même table, sans se saluer, en sachant exactement qui est en face. Face à cette explosion de violence, à cette prolifération de clans, à cette porosité des institutions, Israël a fini par réagir. En décembre 2024, la Knesset adopte en urgence la Protection of the Public from Criminal Organization Law, une loi qui autorise les tribunaux
à émettre des ordres de restriction contre des membres d'organisations criminelles en dehors de tout contexte pénal, sans condamnation, sans procès, sur simple suspicion. Une loi d'exception, temporaire. Valable 2 ans pour régler un problème qui s'est construit sur 40 ans. Et pendant que la Knesset vote cette loi d'urgence, pendant que la HAV 433 organise ses raids spectaculaires, et pendant que les journaux titrent sur les 36 arrestations et les hélicoptères au-dessus de la Galilée, quelque chose d'autre se passe en coulisses. Une enquête interne, discrète, sur le commandant même de la HAV 433. Soupçon d'abus de pouvoir, de manquement au devoir, de contacts compromettants avec des organisations criminelles qu'il était censé détruire. C'est l'enquête Machash, le département des affaires internes de la police israélienne, qui mène l'investigation. Le commandant est placé sous conditions restrictives, interdiction de contact avec les personnes impliquées. L'unité d'élite, créée pour détruire le crime organisé israélien, enquêtée pour complicité avec le crime organisé israélien. Il y a quelques semaines, un haut fonctionnaire de la police israélienne a donné une interview à la presse locale et il a dit avec la sérénité de quelqu'un qui a arrêté d'être surpris. Le problème, ce n'est pas le crime. Le crime, on sait le voir. Le problème, c'est le vide. Partout où l'État israélien laisse un vide économique, social, judiciaire, quelqu'un le remplit. Et ce quelqu'un n'attend pas les élections. En 2026, la mafia israélienne n'a plus de parrain. Elle n'a plus de pyramide. Elle a des vides. Et les vides, en Israël comme partout, ne restent jamais longtemps vides. C'était Mess sur Empreinte criminelle. Ciao.